Bonjour et bienvenue pour cette 264e édition de J'irai lire des comics chez vous, l'émission qui vous parle des sorties VF, disponibles partout en France, aussi bien en bas de chez vous, chez votre libraire, dans toutes les FNAC, les Cultura, tous les libraires, les SP Comics, les SP BD, tout le monde, originalcomics.fr bien entendu, qui est un libraire indépendant, je vous le rappelle. Alors aujourd'hui on va commencer avec mes chouchous, avec les X-Men, vous savez, moi ma vie c'est les X-Men, et je suis ravi de voir que Panini ressort les épisodes de Amazing X-Men, c'est marqué là, dans un album Deluxe, c'est un Deluxe, un mini Deluxe, parce qu'ils font des mini Deluxe. Je ne sais pas pourquoi ils font des mini Deluxe, mais ils les font. Et je pensais que ça pourrait sortir en 100% ou en Marvel Now, mais non, ils l'ont sorti en Deluxe. Bon, bah, très bien, moi j'aime bien les X-Men, donc je suis ravi. Alors, sur la couverture et sur la back cover, vous avez peut-être reconnu Diablo, Nightcrawler en anglais, Kurt Wagner pour les intimes, un de mes personnages favoris, puisque ma période préférée des X-Men, il en faisait partie, si vous voulez, et puis après il a fait partie d'Excalibur, qui a été une épopée absolument incroyable. C'est un personnage qui a été, comme beaucoup, début des années 2000, inutilement sacrifié sur l'autel de on tue un héros, on fait des ventes. Tous les X-Men à peu près ils sont tous à peu près morts une fois, hein. Colossus, Jean Grey, n'en parlons pas, donc Diablo, Cyclope maintenant est mort, Logan il est revenu, voilà, donc c'est un petit peu un gimmick un peu relou de tuer les héros qu'on aime, parce que d'abord on sait qu'ils les font toujours revenir même si ça prend du temps, et que deux, on a vraiment l'impression qu'ils n'ont rien d'autre à raconter souvent. Donc, pour corriger tout cela, Marvel et Jason Aaron, le scénariste de cette série, ont imaginé le retour de Diablo, qui est pas vraiment mort, qui est dans ils sont jamais vraiment morts, vous savez, qui est dans un univers in-between, et qui attend finalement la délivrance. Et ses amis les X-Men, donc une équipe composée de Tornade, Beast, Wolverine, Iceman, Firestar et North Star vont venir le délivrer. Alors la particularité, au-delà du fait qu'on est ravi que Diablo soit revenu à la vie, que depuis il continue à jouer un rôle majeur dans les X-Men, c'est bien entendu d'abord les qualités scénaristiques évidemment de Jason Aaron, qui transforme en or à peu près tout ce qu'il touche, notamment quand il fait du mainstream, c'est souvent très bon. Il l'a prouvé sur Thor récemment. Et ensuite, grâce au dessin tout en rondeur de Ed McGuinness. Alors dans ce récit, vous avez les 5 premiers numéros de la série Amazing X-Men, une série qui n'existe plus bien sûr, parce que souvent en fait, il y a une espèce aussi de vieille habitude chez Marvel. Tiens, on va lancer une nouvelle série X-Men, elle va s'appeler Amazing X-Men ou Extraordinary X-Men, un nom qu'on n'utilisait pas avant. Et on va mettre des grands noms pour les premiers numéros, comme Jason Aaron et Ed McGuinness. Et puis à partir du numéro 6 ou 7, on va laisser un peu couler, on va mettre des seconds couteaux, et puis après c'est pas grave, les gens ils arrêteront d'acheter, de toute façon ils achètent que les numéros 1 et les numéros 2. Donc voilà, donc il y a eu un peu cette mentalité. Donc la série Amazing X-Men n'existe plus, mais elle a offert de bons épisodes, et c'est plutôt agréable de les découvrir. Alors c'est une série qui, je crois, à l'époque était publiée en parallèle avec Wolverine and the X-Men, donc on retrouve certains des personnages, dont Wolverine, qui est absolument partout. Il n'était pas encore mort et pas encore ressuscité à l'époque. L'autre particularité de ce récit, donc on a les 5 premiers numéros comme je vous l'ai dit, c'est que cette saga tient en 4 épisodes, et qu'après nous avons un 5e épisode dessiné de main de maître par un dessinateur trop rare, hein, qui s'appelle Cameron Stewart. Donc moi c'est une période des X-Men que j'aime beaucoup, parce qu'il y a le Cyclope révolutionnaire avec son X au milieu du front, et graphiquement c'est très très intéressant. Donc voilà, donc c'est pas tout à fait que dessiné par Ed McGuinness, mais le dessinateur Philin est au niveau. Alors l'autre particularité que j'aime beaucoup dans cette série, c'est le fait que il est un personnage, alors j'adore, regardez, j'adore. Il dessine très très bien Diablo, Ed McGuinness, donc il faut le dire. L'autre particularité, c'est que la présence de un personnage très mal exploité au fil des ans chez Marvel, que j'ai découvert il y a bien longtemps dans un récit complet Marvel qui s'appelait Firestar, où elle avait sur sa main, vous savez, le M de mutant, et donc elle était devenue un mutant. C'est un personnage qui a fait partie des Hellions, c'est un personnage
qu'on n'a jamais beaucoup vu, qui a eu finalement une heure de gloire beaucoup plus intéressante à la télévision qu'ailleurs, dans le sens où elle faisait partie d'un dessin animé, c'était les Spider-Man et ses super amis, là, avec il y avait Iceberg, Iceman, et il y avait Firestar. On ne savait pas pourquoi ils avaient pris Firestar. Et sous les traits de Ed McGuinness, elle est divinement sexy, elle est à croquer. On a envie voilà, de se blottir. Elle est absolument divine, voilà. Et j'aime beaucoup ce personnage. Je trouve particulièrement réussi, aussi bien graphiquement que scénaristiquement, et je suis ravi qu'elle ait sa place dans ce récit, qui, on l'a dit, a des qualités graphiques et des qualités scénaristiques. Donc voilà, je suis ravi, c'est un petit prix, c'est vraiment à lire et à découvrir. C'est le retour de Diablo, c'est du Jason Aaron, c'est du Ed McGuinness, donc ne vous privez pas, voilà, c'est un vrai coup de cœur. Alors c'est un peu la semaine de Jason Aaron, parce qu'il y a un autre récit du passé de Jason Aaron qui est sorti, cette fois dans la collection Marvel Dark. On aurait pu s'attendre à une autre collection, mais c'est un des relaunchs de Hulk, qui en a eu à peu près 48, qui date de, on pourrait retrouver l'année, je pense, en feuilletant les pages, parce que je me souviens plus exactement, maintenant je commence à être perdu. À une époque j'avais une bonne mémoire, mais maintenant je deviens vieux. C'est un récit, ils avaient décidé évidemment de redonner un petit peu de peps à Hulk chez Marvel, parce que les séries Hulk, malgré les qualités depuis toujours, Dal Keown, Peter David, Gary Frank, Adam Kubert, John Byrne, enfin tous les grands qui ont œuvré sur Hulk depuis des dizaines et des centaines de numéros, on n'a plus besoin de les compter. Hulk, c'est comme les 4 Fantastiques, ça a jamais été des grosses ventes en fait chez Marvel. C'est un peu le parent pauvre. Et donc ils ont fait appel à des big guns. Jason Aaron, qui était certainement pas encore un big gun à l'époque, mais qui a du talent à revendre, et bien entendu le grand, le seul, l'inénarrable Marc Silvestri, qui était annoncé sur la série, puis seulement sur les 3 premiers numéros, et puis on se rend compte qu'il n'a pas dessiné tout à fait les 3 premiers numéros, parce qu'il s'est beaucoup fait aider par des gens comme Eric Bassaldois, Billy Tan, etc. Alors son Hulk est massif, son Hulk est sauvage, son Hulk est bestial, il est barbu, il est costaud, et c'est assez sanglant, et c'est graphiquement hyper intéressant. Tout le talent de Marc Silvestri, dont c'est vraiment le dernier travail régulier qu'on a pu voir de lui, parce que depuis il fait pas grand chose. Il paraîtrait qu'il travaillerait sur un Batman, mais on attend confirmation, c'est pas pour tout de suite les amis. Et donc il nous sort un Hulk absolument génial, et c'est également un Bruce Banner génial. Regardez le trait de Marc Silvestri, c'est la légende Marc Silvestri, hein. Les X-Men, Wolverine bien entendu, Topco, le studio qu'il a créé ensuite bien entendu, avec notamment... vous le savez, les Cyberforce, Witchblade, Darkness et toutes ces séries là. Voilà, aujourd'hui j'ai l'impression qu'il vit de ses placements financiers plutôt qu'autre chose. Et voilà, donc graphiquement c'est absolument exceptionnel. Et voilà. Alors comme il n'a pas pu tout dessiner, il s'est fait très vite remplacer par une autre légende, un autre ancien de Image Comics, un autre ancien des X-Men, qui est nul autre que Will Sportacho, qui est venu prêter main forte à son copain et qui a dessiné les épisodes suivants. Donc c'est tout aussi massif, tout aussi bestial. Voilà. Des récits de Hulk, il n'y en a pas tant que ça. J'ai pas l'impression que ce soit des grosses ventes chez Marvel, Hulk, et que chez Panini surtout. Et donc du coup, c'est bien d'avoir du Hulk, et c'est bien d'avoir du Hulk de qualité. Donc bravo et merci à Panini de nous avoir ressorti cela. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très qualitatif et de très appréciable. Voilà, donc ça c'est un très bon récit à lire. Donc c'est vraiment des coups de cœur. Ça c'est des comics de ma collection personnelle, c'est-à-dire que c'est des comics que je garde avec amour et avec passion. Alors, chez Panini toujours, mais en dehors de l'univers Marvel, je ne résiste pas au plaisir de vous parler d'un gros coup de cœur qui s'appelle Reborn. Je vous en ai beaucoup parlé si vous suivez les émissions que je fais en VO, parce que Reborn c'est absolument génial. Alors d'abord, c'est des grands noms du comics qui sont attachés à Reborn. C'est Mark Millar, c'est le Millar World. Vous savez, Kick-Ass, Nemesis, Kingsman, Jupiter's Legacy, etc., etc. Toutes ces séries, Impress, toutes ces séries de qualité. Reborn, c'est tout simplement l'association de deux talents, Mark Millar bien entendu et Greg Capullo, des dessinateurs de Batman et de maintenant Dark Knight Metal, deux génies qui se sont rencontrés pour faire une série à eux qui appartient maintenant à Netflix, parce que vous le savez peut-être que Mark Millar World a été vendu à Netflix et qu'on devrait avoir des adaptations très prochaines. Voilà, alors l'histoire elle est magnifique, elle est très belle et je voulais vous en parler. C'est l'histoire de Bonnie Black, une vieille dame, à la fin de sa vie, malade, hospitalisée. Elle est plus très en forme, elle a 70 balais, elle est très malade et elle va mourir. Et elle meurt d'ailleurs, à la page 5. Voilà. Mais elle n'est pas morte, puisque en fait,
Mark Millar a décidé, pour nous tous, et il a eu raison, que l'enfer et le paradis c'était des concepts un petit peu anciens, et que en fait on n'allait pas là-bas quand on mourait, mais qu'on allait dans un endroit qui s'appelle, j'ai oublié le nom, je vais vous le dire, clac 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 clac, il s'appelle, j'ai oublié, je vais retrouver la page, hop, il s'appelle la distillerie. Et donc là, elle va avoir le corps, elle va redevenir jeune, c'est-à-dire qu'en fait elle a l'incarnation du corps certainement à sa meilleure période, et elle va recroiser son papounet, son papa, et puis peut-être d'autres personnages qu'elle connaît par la suite, mais je vais pas trop vous en dire. Et puis elle va être confrontée à une guerre éternelle entre un monde plutôt clair et un monde plutôt obscur. Ça rappelle un peu le Seigneur des Anneaux, si vous voulez, une espèce de Mordor qui habite, regardez l'espèce de Mordor dans lequel les méchants se regroupent et préparent leur assaut et leur combat. Voilà, graphiquement c'est somptueux, c'est absolument superbe. L'histoire est géniale, elle me touche beaucoup parce que c'est une autre vision de la mort. On a tous perdu des gens proches, et c'est très on a tous envie qu'ils soient heureux quelque part et qu'ils pensent à nous et qu'ils vivent une autre vie. Et c'est vrai que moi ça fait écho à une histoire personnelle, sur des gens que j'ai pu perdre et je me dis, est-ce qu'ils sont au paradis, est-ce qu'ils sont en enfer, et s'ils étaient ailleurs, voilà. Et ce ailleurs, c'est peut-être ça. Et Mark Millar a su le concrétiser avec un de mes dessinateurs préférés, qui est Greg Capullo. Donc je suis, voilà. Donc l'histoire est très chouette. C'est vraiment un récit à la fois de science-fiction, d'heroic fantasy, et avec des thématiques très proches du Seigneur des Anneaux. Il y a de la technologie, il y a des monstres, il y a des dragons, il y a tout ce qu'on aime. Graphiquement, c'est somptueux, on l'a dit. Mark Millar et Greg Capullo ont fait des merveilles. C'est vraiment excellentissime. Ça fait partie des dernières séries produites par Mark Millar, parce que c'est vrai que cette année il n'a pas fait grand chose, le Mark Millar, à part vendre sa société, et c'est vraiment graphiquement exceptionnel. J'ai beaucoup aimé Huck aussi, je vous en avais parlé. Huck, c'est vraiment super bien, et Reborn tient aussi également toutes ses promesses. Voilà, je vous le recommande, c'est une super lecture. C'est si vous aimez Millar, et je sais que vous aimez Millar, et si vous aimez Greg Capullo, avant de lire Metal, et si vous avez adoré ses Batman, il faut lire ça. C'est sa série à lui, et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Voilà. Je ne résiste pas au plaisir de vous parler. Elle a eu droit à une émission spéciale, mais je vous en reparle puisque c'est une émission phare de la chaîne. J'irai lire des comics chez vous. Du Batman de Enrico Marini, une coproduction DC Comics et d'Argo. Donc c'est pas Urban, c'est la maison mère d'Urban qui s'appelle Dargo. Vous connaissez Dargo Dupuis-le-Lombard, bien entendu, cette énorme maison d'édition qui publie les plus gros personnages, Black et Mortimer, Lucky Luke, Spirou et compagnie. Et Batman, bien entendu, avec chez Urban. Ils ont coproduit une énorme BD, elle est très très grande et elle fait 70 pages. C'est un très grand format, on dirait presque un absolute. Et ils ont fait appel aux dessinateurs de Scorpion, aux dessinateurs des Aigles de Rome et aux dessinateurs de Gypsy, à savoir Enrico Marini, qui a écrit et scénarisé cette histoire qui va nous emmener sur une histoire avec tous les personnages importants, si vous voulez, de l'univers DC Comics, aussi bien le Joker, Catwoman, Harley Quinn, donc Batman évidemment, Alfred, Bruce Wayne et tout ça, avec un Bruce Wayne qui ressemble à Batman beaucoup à Ben Affleck, vous l'aurez compris. Il a pu dessiner le costume qu'il voulait, la Batmobile qu'il voulait, il a pu faire un petit peu ce qu'il voulait. C'est vraiment magnifique, et au-delà d'être juste un produit marketing en disant tiens on va vendre du Batman, ça va être chouette, nos amis ils ont laissé les rênes à Enrico Marini, qui a écrit une vraie histoire assez sympa, où on suit évidemment le Joker qui dérobe une banque avec Harley Quinn pour lui faire un beau cadeau, un beau collier qu'il a volé, et derrière Bruce Wayne qui voit frapper à sa porte une junkie qui est une ancienne serveuse, qui dit que sa fille de 8 ans est la fille de Bruce Wayne. Est-ce que c'est la fille de Bruce Wayne ou pas? On le découvrira plus tard. C'est magnifiquement découpé, magnifiquement illustré, magnifiquement mis en scène. C'est haletant, on se régale, on la lit, on la dévore, cette BD. Elle est somptueuse. C'est de la grande classe internationale pour le coup, parce que c'est une coproduction internationale et vous le savez. Et c'est très prestigieux, voilà. C'est vraiment très prestigieux, et c'est vraiment ce que je voulais faire ressortir, parce que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Je vais vous montrer 2-3
deux, trois cases très bien senties, des choses vraiment somptueuses. Regardez les dessins. Il y a d'autres dessins que vous connaissez peut-être, que vous avez vu dans les previews. Regardez ces splash pages, c'est très bien découpé, c'est sexy à souhait parce que vous le savez, Merini il dessine magnifiquement bien. Et voilà, il est sorti de sa zone de confort et pour proposer une vraie BD et une vraie œuvre. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Je vous montre une dernière image que vous connaissez certainement. Le travail est vraiment admirable et somptueux. C'est quelque chose, voilà, vraiment un gros coup de cœur pour cette BD. Je m'attendais pas à vraiment avoir quelque chose d'aussi important. Rapidement, chez Delcourt, il y a encore des sorties, notamment ça, qui s'appelle Dead Inside. C'est une bande dessinée de chez Dark Horse Comics qui est scénarisée par John Arcudi, un régional de l'étape, puisqu'il travaille énormément avec Dark Horse, notamment sur la série BPRD, et dessiné par Tony Fezzula, un dessinateur que vous avez peut-être déjà vu chez Delcourt, puisqu'il a dessiné la série Veil, et que il a fait aussi du Lobster Johnson, donc il est aussi, lui, coutumier du fait. Donc deux auteurs qui travaillent beaucoup sur l'univers d'Hellboy ont créé leur propre série, un polar, un meurtre derrière les barreaux comme ils appellent ça. Donc voilà, donc c'est encore une fois une BD très bien produite. C'est un peu la marque de fabrique encore une fois chez Delcourt, vous savez, avec tout ce qui sort, les bandes dessinées de Ed Brubaker et tout le reste. C'est vraiment hyper qualitatif. Et voilà, et donc si vous voulez plonger dans cette enquête, je vous invite vraiment à découvrir ça. Une fois n'est pas coutume, dans cette émission, je vais parler d'un titre VO, mais j'étais obligé de vous en parler, puisque est sorti cette semaine le bouquin anniversaire pour les 25 ans de Wildstorm, avec 50% d'inédits et beaucoup d'hommages et de souvenirs. Wildstorm, le studio créé par Jim Lee en 1992, avec la série Wildcat et la série Stormwatch à 25 ans. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est plus très actif Wildstorm, parce que tous les auteurs qui ont travaillé à l'époque sont maintenant des stars et travaillent pour DC Comics, quasiment tous, comme Brett Booth, comme Jim Lee bien entendu, J. Scott Campbell et chez Marvel, Ryan Benjamin et tous ces auteurs-là qui ont été bons, évidemment Humberto Ramos, et ils sont tous venus faire un petit coucou dans cet album en nous proposant soit des pin-up, soit des choses inédites. Je peux vous montrer 3 choses inédites. Une histoire de Death Blow par Jim Lee et Brandon Choi de 6 pages, un inédit total sur Death Blow. Une nouvelle histoire de Gen 13 par J. Scott Campbell. Ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas dessiné des pages entières de bande dessinée, on est absolument ravis. Backlash par Brett Booth, le retour 20 ans après, ça fait 20 ans qu'il n'a pas dessiné Backlash, depuis qu'il dessine du DC. Tom Raney est revenu sur Stormwatch par exemple. Alors il manque des gens comme Travis Charest, il manque des gens comme Frank Whiteley, mais bon, qu'importe. On a les choses. Bon, Frank Whiteley il est là, mais ils ont republié 2 épisodes non censurés de Authority en noir et blanc. Ils ont republié l'épisode du relaunch de Wildcat. Il y avait un seul numéro, il est republié pour la première fois ici. Il n'avait jamais été republié par Jim Lee et Grant Morrison. On a le premier épisode de Wildcat par Jim Lee en noir et blanc, donc pour revivre ça, et une histoire inédite par exemple de Warren Ellis et Brian Hitch de 10 pages sur la série Authority. Voilà, donc et après il y a plein de pin-up, des tonnes de pin-up. Il y a du Humberto Ramos, énormément d'auteurs connus sont venus faire un petit coucou, plein d'inédits, plein de bonus, des choses nouvelles. On a du Liber Mejo, on a du Team Cell, voilà, tous les auteurs qui ont œuvré pendant 15 ans quasiment chez Wildstorm, ils sont tous là, et c'est un bouquin absolument exceptionnel. Et voilà, ça se trouve en VO, vous le trouvez sur originalcomics.fr. Je vous laisse en parler parce que c'est un bouquin à ne pas rater. Voilà, grosse semaine, vous l'avez dit, on l'a dit, avec évidemment le Batman de Marini à ne pas rater, Reborn, un chef-d'œuvre, et puis les 2 récits de Jason Aaron, Hulk et Amazing X-Men. Tout ça est à lire, à découvrir et pour se régaler. Disponible sur originalcomics.fr. Allez faire un tour, c'est un site indépendant qui se bouge et qui propose des choses. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Soyez prudents et puis bonne lecture, parce que cette semaine il y avait des choses excellentes à lire. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Salut!